Mesdames et messieurs, les partenariats nord-sud de l'Atlantique va explorer les réalités et la situation du monde. Accueilli Della Cardoso, le modérateur responsable de service international à CNN Brésil. Bonjour, chers collègues. Bienvenue à cette séance sur les partenariats nord-sud. Nous vivons dans un monde où la géopolitique change. Et ces changements ne sont pas uniquement visibles dans les informations. Nous pouvons les sentir dans nos poches pour certaines personnes. Ils n'arrivent pas à réaliser leurs rêves pour étudier, travailler ou voyager. Le conflit en Ukraine et les tensions qui ne cessent d'augmenter en Amérique latine, y compris au Venezuela, sont deux exemples parfaits de l'urgente nécessité des économies du Sud pour trouver des moyens modernes afin de se lier aux partenaires du Nord. En même temps, ils ont du mal dans leurs économies nationales et qu'ils doivent gérer. Mais comment aller d'une alliance historique basée sur l'exploitation vers une relation avec de réels avantages mutuels? La question pour Global South aujourd'hui consisterait à redéfinir les priorités nationales et de forger de nouveaux partenariats et de naviguer dans les rivaleries grandioses entre les États-Unis et la Chine. À un moment d'interdépendance critique, les relations traditionnelles nord-sud font face aujourd'hui à des moments durs sans précédent. Pour attirer votre attention là-dessus, quel serait l'avenir des relations nord-sud? Alors, nous allons essayer d'apporter quelques réponses dans ce panel à cette question. Et afin de faire cela, je vais vous présenter 4 panélistes distingués, à commencer par avec son Excellence Dato Astona Abdulaziz. Elle est assistante secrétaire générale de Azam Political Security Community. Bienvenue. Ben oui, asseyez-vous ici. Je vous en prie. Suivant, l'ambassadeur distingué Bernardine Leon, ancien représentant et à la tête de la mission de soutien des Nations Unies en Libye. Je vous en prie. Professeur Dr Renato Flodis, directeur de l'unité de renseignement international à Fonda Sargent au Brésil. Son Excellence Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc aux Nations Unies. Bienvenue, asseyez-vous, je vous en prie. Et avant de commencer cette séance plénière, je vous inviterai à suivre la vidéo du comité organisateur. Les partenariats nord-sud restent essentiels pour faire face aux défis mondiaux du développement durable, à passer par l'énergie et la transformation numérique, faisant face à des symétries, des pouvoirs, des finances et des influences où les attentes confrontent les réalités. Nous imaginons la coopération avec le réalisme, transformant littéralement les actions en cadre réel et pratique. Les partenariats se développent, ce qui requiert de la responsabilité partagée, de la solidarité et des mécanismes qui mettent en avant la responsabilité partagée pour avoir des résultats concrets dans ces partenariats. Comment est-ce qu'on peut outrepasser les dynamiques actuelles pour refléter des intérêts mutuels et des responsabilités partagées? De quelle manière est-ce que les priorités politiques et économiques
entre les partenaires du Sud et du Nord vont modeler les cadres de partenariat à venir. Comment est-ce que ces acteurs pourraient renforcer leur pouvoir de négociation et les partenariats mondiaux pour garantir des résultats plus mondiaux et plus justes pour tous? Et là, avant de commencer à écouter ce que nos panélistes ont à dire, je vais inviter notre audience à répondre à une question sur le cloud qui est: comment est-ce que les relations Nord-Sud sont aujourd'hui, pour qu'on puisse nous mettre dans le contexte un peu. Alors, un modérateur, comme l'a dit un modérateur hier, inégalité, tension, déséquilibre, compliqué. Le changement. Cela va clairement alimenter notre conversation. Ambassadeur, avec vos 50 ans d'expérience en diplomatie, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la relation entre le Nord et le Sud. Écoutez, si je peux, je vais faire ma présentation en français et puis répondre à votre question en anglais. Un instant, je vous prie, je m'en mêle les pinceaux. C'est vrai. Nous vivons dans un monde où la multipolarité est devenue la nouvelle norme. Un monde qui est caractérisé par un télescopage des géopolitiques, des alliances qui mutent, qui changent. Et on a vu sur l'écran qu'il y a des changements. Mais il y a un droit international qui est violé de manière assumée. Le multilatéralisme rétrécit et les Nations Unies s'affaiblissent. Et surtout, ils sont dans une phase de réforme, à un moment des plus délicats de son histoire, ces 80 dernières années. Dans ce contexte un peu trouble, une question s'impose. Où est la place de l'Atlantique? Je dirais que le Grand Atlantique, c'est-à-dire le Nord et le Sud, est à l'image de notre monde, avec des réalités contrastées, des attentes déçues, des défis multidimensionnels nombreux, mais en même temps une résilience irréfragable. Dans cette situation, une seconde question s'impose, c'est la coopération Nord-Sud, ou ce qu'on a appelé le partenariat. Ce partenariat Nord-Sud est en fragmentation, malheureusement. Et ce, en raison du fait que les pays du Nord se replient de plus en plus sur eux-mêmes et privilégient leurs intérêts nationaux. Désormais, la coopération, l'aide au développement, ou surtout la coopération Nord-Sud, est mise à rude épreuve, et ce, en raison des pressions économiques, des inégalités que nous avons vues également sur l'écran, qui poussent les populations du Nord à s'interroger sur la bonne utilisation de l'aide au développement aux pays étrangers. Ceci est aggravé ou exploité par des discours populistes très négatifs. Et je développerai après, mais je vais donner les manifestations de ce déséquilibre Nord-Sud. Ils sont au nombre de 6.
Primo, il y a une asymétrie économique qui est héritée d'une architecture de développement qui remonte aux années des indépendances. Il y a un fossé numérique qui n'a pas été comblé malgré la demande des pays en développement pour qu'il y ait un transfert de technologie et où malheureusement nous assistons au sud de l'Atlantique pratiquement plus de, rien qu'en Afrique, 60 millions d'Africains qui n'ont même pas d'électricité. Internet est pratiquement 27% ou 28% en Afrique, alors qu'en Amérique du Nord, enfin au Nord, c'est à 92. Troisième manifestation, c'est des vulnérabilités sécuritaires. Le Sahel est devenu l'épicentre du terrorisme international, avec pratiquement une grande concentration des opérations sur place. Le golfe de Guinée est devenu l'épicentre de la piraterie, de trafic des armes, trafic des êtres humains et de la drogue. C'est ce que j'appellerais la triade du mal. L'autre manifestation, c'est la gouvernance. Il y a une gouvernance internationale qui est verrouillée. On ne laisse pas les pays du Sud avoir leur place autour de la table pour pouvoir également participer à la prise de décision, notamment en ce qui concerne leur destin, leur développement économique et les choix macroéconomiques qui doivent s'imposer et surtout avoir accès à des facilités de crédit. L'autre observation, manifestation de ce décalage entre le Nord et le Sud, c'est la migration qui est devenue un bouc émissaire dans le Nord et qui est exploité, alors que nous savons tous, et les pays du Nord le savent tous, il y a à peine entre 2 et 4% de la migration qui remonte vers le Nord. Or, c'est devenu maintenant un thème dans les programmes politiques, des sujets quotidiens dans les télévisions, et cela crée un sentiment c'est-à-dire de rejet de l'étranger, alors que normalement l'Europe a plus, le Nord en général a plus maintenant besoin de la migration que l'était auparavant, parce que la chute de la démographie, la main-d'œuvre, et surtout avec ce qui se passe actuellement, le besoin. Le Nord aura toujours besoin de la migration du Sud pour assurer son propre développement. S'il le rejette dès maintenant, il risque d'avoir après des problèmes. Voilà les manifestations que je tenais à exposer, mais je serai disposé à développer par la suite, si vous le souhaitez. Merci. Thank you so much, Ambassador. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour ces remarques importantes, en particulier concernant l'immigration. Beaucoup de ce que vous avez dit a été importante, mais l'immigration a retenu mon attention. Car les annonces dans les médias parlent des problèmes d'immigration de manière constante. Passons au professeur Floris. À votre avis, quels sont les défis en matière de relations Nord-Sud? Écoutez, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je me dois de qualifier cette distinction Nord-Sud. Je pense qu'elle est périmée. Elle peut être utile pour certains types d'analyses, mais je pense qu'elle peut nous induire en erreur. Si l'on utilise comme un cadre de référence afin de discuter de la situation aujourd'hui, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, on avait déjà mentionné le concept du Sud mondial et du Nord héritier. Mais aujourd'hui, nous avons le Sud héritier qui a changé. L'Europe est maintenant dans une situation de flux. Et bien sûr, elle va trouver sa voie avec le temps, mais pas dans l'avenir immédiat. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation, et j'invite tous et toutes dans le public à lire
la stratégie nationale de la sécurité des États-Unis qui vient d'être publiée, qui montre que nous sommes face à une hégémonie ou un hégémone qui a peur ou doute de sa puissance. Et on n'a pas besoin d'être Freud ou Jacques Lacan, le psychanalyste, pour comprendre que si un document de 30 pages est publié, dans chaque page, il y a une mention de « je suis bon, je suis fort, je suis costaud », clairement, il y a un problème. Il faudrait aller voir un psychanalyste. Nous avons donc un hégémon qui demeure un hégémon, et ça ne va pas changer. Mais qui est en déclin, qui tient à se rassurer ou à montrer qu'il est toujours aux manettes, mais cela néanmoins a un impact. Donc au niveau des solutions, je dirais pas des solutions parce que c'est un peu fort, mais des suggestions de réponse aux 3 questions seraient dans ce contexte. Comment est-ce que le reste du monde va agir, va répondre dans cette réalité telle que je viens de la décrire? Et si je peux me permettre d'être un peu dramatique, oublions le Nord-Sud, parce que la réalité est complètement différente. Il n'est pas surprenant que le mot tendu ou tension soit apparu dans votre nuage de mots, sondage qui n'est pas fiable statistiquement, mais ça c'est un autre sujet. Mais ça ne me surprend pas, car nous sommes en train d'opérer dans un narratif de peur, ce qui est très mauvais. Si l'on prend des décisions basées sur la peur, ce seront de mauvaises décisions. Je dirais donc qu'il nous faut nous libérer de ce narratif de peur et de voir comment on peut gérer une relation complexe avec notre hégémon, notre cher hégémon. Je vais peut-être m'arrêter ici. J'ai mes suggestions. Peut-être si j'ai le temps par la suite, j'en parlerai. Merci beaucoup, professeur. Merci. Ambassadeur Léon, en septembre, vous aviez mentionné que les relations internationales ne sont plus les mêmes qu'elles ne l'étaient pendant la guerre mondiale. À votre avis, comment est-ce que cette idée fait le lien avec notre sujet aujourd'hui? Écoutez, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis particulièrement heureux d'être tant au Maroc que à l'UM6P. Et effectivement, c'est bien ce que j'ai dit. Je pense que cette idée de changement de l'ordre mondial devrait se venir en ajout à ce qui a été dit concernant une reconceptualisation du concept de l'idée Nord-Sud. Cela me rappelle une citation particulièrement jolie de Gramsci, un philosophe italien. L'ancien monde se meurt, le nouveau monde arrive. Mais dans ces temps de noir et de blanc, les nouveaux monstres de l'histoire réapparaissent. Dans ces temps d'obscurité et de lumière, les monstres de l'histoire apparaissent et nous n'avons pas de référence. Et je trouve ça approprié car nous n'avons pas justement de référence. Nous ne savons pas de quoi sera fait le 21e siècle. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il nous faut changer de concept. Par exemple, après avoir quitté la Libye en 2016, pendant quelques années, j'ai contribué au développement d'une académie diplomatique à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
Et je pense que les États du Golfe sont un excellent exemple. Car avant, ils étaient liés au nord, avec l'Arabie saoudite en particulier, le Qatar et les Émirats qui étaient fortement liés au monde occidental. Et l'année dernière, nous les avons vus rejoindre les BRICS en disant nous ne sommes plus orientés vers le nord ou le septentrion, mais plutôt au contraire vers le midi, vers le sud. Et donc, il y a un focus qui change. Il nous faut donc comprendre ce monde émergent pour essayer de prévoir quels en seront les contours. Alors ça, c'est une réponse générale à votre question. Entre-temps, nous sommes confrontés à des problèmes sérieux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que ce nouvel ordre mondial soit défini par tout un chacun à travers le monde. Nous sommes confrontés à des problèmes sérieux. On a parlé d'immigration, on a parlé d'énergie, en particulier en Europe, de commerce international. Et nous avons besoin de ces solutions maintenant. Nous perdons tous au jeu quand nous ne comprenons pas les règles. L'ordre du jour est complètement fragmenté. Il nous faut trouver un nouveau équilibre dans nos relations, même si nous ne connaissons pas les contours du nouvel ordre mondial. Nous savons qu'il devrait être plus juste, plus inclusif, mieux équilibré, et que le monde de la guerre froide où les grandes puissances définissaient les règles que tout le monde suivait, ce monde est fini car nos sociétés ont changé de manière profonde. Et maintenant, la société civile doit contribuer à la réponse. Et il nous faudra des ponts. Et je pense que des pays tels que le Maroc sont particulièrement bien placés pour jouer un rôle de pont. Cet espace atlantique, cet espace de dialogue favorise justement un dialogue constructif et j'espère que les forums tels que celui-ci, tels que ce Atlantic Dialogue, nous permettra, ou ces exemples-là nous permettront de réimaginer un nouveau dialogue en réponse aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et de mieux intégrer et d'intégrer plus de pays à travers le monde. J'ai écouté son Excellence l'ambassadeur Hilal et mon bon ami sur l'immigration il y a 20 ans. Et Youssef, mon ami ambassadeur Youssef Armani, nous avions eu un des premiers exemples, je pense que c'était 2004, 2005, nous avions quelques centaines d'Africains subsahariens qui avaient sauté la clôture, qui avaient franchi la clôture à Melilla, qui a été ça a été un gros choc, on s'y attendait pas du tout. Et puis depuis, on a vu ce qui s'est passé concernant la migration. Quelle a été notre réponse à l'époque ? Ce n'était pas une réponse unilatérale. Au contraire, nous nous sommes assis avec nos partenaires. Nous avons dès le départ discuté avec nos amis de l'Afrique subsaharienne et au sein de l'Union européenne et nous avons discuté de la migration, non pas d'un point de vue sécuritaire, mais d'un point de vue d'intégration. Nous essayons de voir les défis des pays d'origine, des pays de transit et des pays de destination. Et à l'époque, c'était tabou de faire le lien entre l'immigration et le développement et de séparer la sécurité de l'immigration.
Et c'est à ce moment-là que nous avons constaté malheureusement que au lieu d'approfondir ces perspectives de coopération, nous avons vu l'émergence de partis populistes qui voyaient l'immigration seulement sous l'angle de la sécurité. Nous sommes dans une situation particulièrement complexe en Europe, je suis entièrement d'accord, et que le moment est venu pour les pays du Sud et les pays atlantiques d'insister sur ces nouvelles idées. Merci beaucoup d'avoir insisté sur ces exemples pratiques. En tant que journaliste, j'aime bien les exemples pratiques. Et j'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez mis l'Arabie Saoudite en exergue comme étant un pays qui pivote dans cet ordre mondial. Nous avons des pays qui dépendent d'autres pays pour leur développement économique. Par exemple, mon pays, le Brésil, est fortement dépendant de la demande de l'Arabie Saoudite. Donc, merci beaucoup d'avoir souligné ces aspects-là dans votre réponse. Aston, Excellence, nous entendons souvent que le multilatéralisme est en danger, que le ambassadeur parle d'un multilatéralisme diminué. Qu'en est-il de cette crise du multilatéralisme? Que pourriez-vous nous dire de votre organisation pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien l'ASEAN, A-S-E-A-N? Et que pensez-vous de ces relations Nord-Sud? Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier le Policy Center for the New South pour avoir invité une autre organisation qui a comme focus l'Asie. Merci donc de cette invitation. Alors, en parlant de l'ASEAN, je pense que je serai un petit peu plus optimiste que les orateurs avant. Nous regroupons 11 pays en voie de développement, avant 10, et depuis octobre, nous avons admis le Timor-Leste comme le 11e et normalement le dernier membre. Nous sommes un groupement de pays asiates ou de l'Asie et nous pensons que nous représentons maintenant pleinement la région. Nous sommes très diverses. Nous représentons toutes les religions importantes du monde. Nos cultures sont très diverses entre elles. Et que ce soit entre les pays ou au sein même des pays. Nous avons différentes formes de gouvernance avec des monarchies absolues, des gouvernements socialistes et des démocraties parlementaires. J'ai été un petit peu surprise dans une conversation il y a 2 jours où il avait été, il me semble, suggéré que la démocratie était la seule forme de gouvernement légitime, et je pense que c'est une position que nous rejetons complètement au sein de l'ASEAN. C'est une position trop occidentale? Je ne saurais vous dire. En tout cas, nous la rejetons. Et je pense que aussi ce n'est pas dans la charte des Nations Unies. C'est une question qui a émergé de certaines parties du monde ou certains groupes de pays. Comme vous pouvez le voir, l'ASEAN est très libérale et ouverte dans nos acceptations des différentes formes de gouvernance. Et les pays sont souverains et doivent décider ce qui fonctionne le mieux pour eux ou elles. Et ça fait partie de la Charte des Nations Unies. Maintenant, en tant qu'association, ASEAN est la 5e économie du monde. Je pense que le FMI, selon le FMI, nous sommes déjà la 4e puissance mondiale économiquement, même si nous visons à le devenir nous-mêmes par 2030. Nous avons des relations amicales avec tous les pays, nous ne choisissons pas nos amis. Nous avons été formés en 1967 avec 5 pays fondateurs.
mais je dirais les 10 premières années, la première décennie, nous nous sommes vraiment concentrés sur nous-mêmes, car nous étions tous de petits pays qui étaient nouvellement indépendants à cette époque-là, et nous nous penchions donc sur le sujet du développement économique, mais en moins de 10 ans après notre naissance, les grands pays de la région et un peu plus loin nous ont approchés en disant « Oui, nous aimerions avoir des relations avec vous » et l'ASEAN a créé ce que nous avons appelé un partenariat de dialogue par lequel nous avons une relation avec ce pays qui nous permet de travailler avec ce pays et qui puisse nous aider à développer nos compétences dans tous les domaines. Nous avons 11 pays partenaires. Beaucoup d'entre eux sont des pays développés, mais d'autres sont au plus haut niveau du développement. Nous avons la Corée, Australie, Nouvelle-Zélande, la Russie, le Canada et l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit. Et donc, et peut-être aussi je me dois de vous signaler que nous nous penchons en particulier sur l'économie. Nous sommes asiatiques, nous sommes très pragmatiques, nous essayons de développer l'économie de nos pays et après avoir examiné les développements économiques entre nous, nous avons essayé de faire des accords de libre-échange, ALE, avec d'autres pays avec qui nous étions particulièrement bien connectés. Et au fur et à mesure que nous sommes développés, nous avons mis en place un partenariat économique exhaustif avec 15 pays. C'est le plus grand ALE du monde. Et et nous sommes en train de travailler sur un accord portant sur l'économie numérique et qui nous permet de vraiment saisir le taureau par les cornes. Nous sommes en train de regarder la transformation digitale, de renforcer l'interopérabilité numérique, la sécurisation des données pour les PME, avec comme objectif de doubler le chiffre d'affaires en numérique d'ici à 2030. Nous sommes aussi en train de travailler à un réseau interconnecté entre tous nos pays membres, ce qui nous permettra aussi de croître beaucoup plus rapidement. C'est intéressant car parmi nos membres, nous avons des pays très riches, nous avons différents pays aux différents niveaux moyens et même un ou deux pays que l'ONU classifierait de pays moins développés, mais l'ASEAN va devenir particulièrement riche à terme en termes de hydraulique. Et en fait, ce que nous faisons, c'est nous assurer que nous travaillons sur nous-mêmes pour s'assurer que nous sommes vibrants de manière économique, stables politiquement et que nous puissions assurer le meilleur avenir de nos populations. Et nous ne pensons pas que nous devons travailler de manière isolée. Nous accueillons à bras ouverts tout pays qui veut avoir des relations avec nous, pour toute relation qui est mutuellement bénéfique, qui bien sûr soit profitable, mais pas nécessairement sous forme d'argent, mais ça peut être des projets, des investissements. Nous leur parlons de nos besoins en expertise, en ressources et les domaines dans lesquels nous travaillons, et vous leur demandons quels sont leurs besoins ou quelles sont leurs offres, et de comment ils ou elles peuvent nous aider. Nous ne prétendons pas que c'est un sens unique,
si nous comprenons bien que s'ils s'engagent dans ce partenariat, c'est parce que c'est bénéfique pour eux. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne, sur la base de relations mutuellement bénéfiques. Et je pense que ce modèle marche très bien. Nous avons des relations très amicales avec tous nos partenaires. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité ou de redevabilité. C'est des relations mutuellement bénéfiques. Alors, comme vous l'avez dit l'année dernière, l'ASEAN veut être l'ami de tous. Est-ce qu'il y a des invitations pour de nouveaux partenaires? Oui, absolument. J'ai parlé de nos partenaires les plus importants, mais l'ASEAN a aussi des partenariats pour les dialogues sectoriels où les pays peuvent offrir dans leur domaine de prédilection, là où ils sont les plus forts. Par exemple, le Maroc est un partenaire de dialogue sectoriel. Puis il y a une autre catégorie qui est celle des partenaires de développement, par exemple l'Allemagne ou la France, car l'Union européenne est déjà un partenaire de dialogue de l'ASEAN. Donc on a trouvé ça n'a pas toujours été facile de faire des pays qui sont déjà dans l'Union européenne, d'avoir des dialogues spécifiques avec eux, mais en fait, on l'a fait sur des domaines bien spécifiques. Mais cette invitation est ouverte à tous. Si nous pouvons mutuellement bénéficier, nous sommes ouverts à toutes les applications dans de nombreux domaines. Eh ben, je suis très heureuse d'entendre ça. Pour retourner à vous, ambassadeur Hilal, pourriez-vous me donner des exemples de comment, selon vous, les pays africains sont en train de refaçonner la relation avec les pays du Nord? Merci pour la question. D'abord, je dirais, grâce à sa position géographique au point de croisement nord-sud de l'Atlantique, le Maroc a une responsabilité, mais en même temps, il a une opportunité. Comme mon bon ami Bernardino a dit, parlant de liens, de ponts, nous sommes en train d'établir des liens entre le nord et le sud, et nous sommes également en train de faciliter l'échange grâce à notre position géographique. Et vous parliez aussi d'exemples concrets, n'est-ce pas? Il y a 3 mois de cela, il y a eu une coupure d'électricité en Espagne et au Portugal. Le Maroc était là. Il a envoyé de l'électricité à ces 2 pays européens. Alors, maintenant, on parle de travailler ensemble pour partager l'électricité. Nous avons aussi une coopération sud-sud avec l'Afrique, le Maroc. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur la coopération sud-sud, est vraiment un outil stratégique pour notre diplomatie et pour l'action de notre pays. Et ces actions en Afrique, Sa Majesté le roi était le seul leader qui avait rendu plus de 40 visites aux pays africains. Le Maroc est le seul pays qui avait le plus grand nombre d'accords dans la coopération, formation, commerce, agriculture. Nous avons aussi nos entreprises d'assurance et de télécommunications qui travaillent en Afrique et nous essayons aussi de phosphate. Le Maroc n'exporte pas tout son phosphate brut, mais on construit des unités aujourd'hui pour atteindre une certaine souveraineté alimentaire chez nous et en Afrique. Donc, les autres types de coopération sont dans le domaine de la sécurité. Comme nous le savons tous, il n'y a pas de développement sans sécurité. La sécurité est la base de toute nation qui se construit, de toute stratégie vers le développement. J'ai déjà parlé d'ailleurs du Sahel. J'ai parlé du Golfe de Guinée. Sa Majesté le roi a proposé d'avoir des couloirs du Sahel pour désenclaver ces pays
Il ne s'agit pas uniquement de désenclaver des pays en leur offrant un accès au port, mais il s'agit également d'utiliser toutes les chaînes de valeur du Maroc, aidant ainsi ces pays à bâtir leur infrastructure sur les frontières, dans leurs villes, ainsi renforçant la sécurité dans les différentes routes et avoir donné accès à l'Atlantique et donner une chance à leurs produits d'être exportés. Et cela aussi aide à faciliter les importations à prix peu élevé. Nous avons aussi d'autres initiatives grâce à la vision solidaire de Sa Majesté envers l'Afrique pour la partie côtière de l'Atlantique. 23 pays membres du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. On discute dans ce cadre de sécurité, de changement climatique, d'érosion côtière, et de dessalement d'eau, de formation et de coordination des pêches en établissant une cartographie de ces zones côtières. Nous entreprenons tellement d'actions dans le cadre de la coopération Sud-Sud en ayant d'autres pays avec la coopération trilatérale. L'un des derniers fut l'accord que nous avons signé avec le PNUD pour les nouvelles technologies, surtout l'IA, pour l'Afrique, le Maroc, ou les Nations Unies ont choisi le Maroc pour qu'il soit le pôle de la coopération avec le Moyen-Orient et avec l'Afrique. Parce que nous avons beaucoup avancé dans le domaine de l'intelligence artificielle et donc nous aidons des pays africains à développer leur stratégie nationale de l'IA. Comme vous le savez, en Afrique, il n'y a que 3 pays, ou 4 plutôt avec le Maroc, qui disposent d'une stratégie nationale de l'IA. Donc, nous sommes en train de les aider dans ce sens. Donc, ici, dans le Nord nous aide également parce que nous avons besoin de technologies du Nord et nous avons également besoin de financement du Nord. Mais, à notre tour, nous avons l'électricité. Nous avons les énergies renouvelables qui nous aident à travailler avec les données et à former nos ingénieurs, ce qui représente une opportunité. Pour une meilleure coopération qui aiderait les pays africains pour qu'ils puissent compter sur eux-mêmes et qu'ils ne soient pas prisonniers des fonds ou de l'assistance qui leur viendrait du Nord. Sa Majesté, le roi, a été très clair là-dessus. Et d'ailleurs, sa visite qu'il a rendue en Côte d'Ivoire, où il disait que l'Afrique devrait compter sur ses propres forces et ses propres ressources. L'Afrique ne devrait plus souffrir de ce qu'on appelle habituellement la malédiction des ressources naturelles. Il devrait être à même de produire aussi et donc de faire des exportations vers le Nord et non pas uniquement exporter des matériaux, des matières premières ou des matériaux purs. Il s'agit aussi de donner une opportunité aux ingénieurs, à l'élite, pour qu'ils puissent rester en Afrique et par conséquent bâtir leur propre pays. C'est pour ça que dans mon intervention, je disais, malgré toutes ces complexités et cette asymétrie entre le Nord et le Sud, il y a quand même de la résilience politique déjà, et de la résilience économique, parce que l'Afrique dispose d'un élément qui ne finira jamais, c'est les ressources humaines. Les jeunes hommes, les jeunes femmes qui sont formés en Afrique et ceux aussi qui sont formés à l'étranger. Et à cause de cette xénophobie, beaucoup d'entre eux reviennent en Afrique, ce qui représente une réelle opportunité pour l'Afrique, pour qu'elle puisse compter sur ses propres gens, pour bâtir son avenir et pour avoir un avenir meilleur qu'elle offrirait à ses populations. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous m'avez rendu très heureuse avec tous les exemples pratiques sur les initiatives atlantiques. Vous avez beaucoup attiré mon attention parce que ce sont des solutions africaines pour des problèmes africains. Merci donc infiniment pour cette réponse. Et
Puisque vous avez parlé des matières premières, permettez-moi donc de passer à professeur Renato Flood, parce que j'aimerais soulever cette question qui a été dans les infos ces derniers mois, et même ici, au sein de Atlantic Dialogue. C'est la question de l'utilisation des matières premières. Le président est parti au Mozambique il y a 3 semaines de cela. Et professeur, il avait dit que nous devrions parler de souveraineté lorsque nous parlons de minéraux critiques. Il a appelé à des investissements et des responsabilités socio-environnementales partagées de la part des pays du Nord. Et comme nous le savons, il existe une réelle dynamique entre le Nord et le Sud concernant les ressources naturelles. Comment est-ce que ce partenariat pourrait vraiment progresser pour refléter les intérêts mutuels? Merci. J'aime bien pratiquer ce que je dis, pour mettre en pratique ce que je dis. Du coup, pour répondre à votre question, nous allons également profiter de l'occasion pour mentionner d'autres questions qui sont liées à leur tour à votre question. D'abord, une déclaration générale, un avis général sur votre question. Tout le monde est en train d'utiliser tout comme arme. Donc, je pense qu'on devrait utiliser nos commodités et nos matières premières comme armes, nous aussi. Il serait stupide de dire « j'ai beaucoup de lithium ». Et je ne vais pas le vendre à qui que ce soit. Ceci est plutôt débile. Vendons-le, mais utilisons ce lithium comme arme. Cela va de soi pour le cobalt, pour le cuivre. Donc, concluons des accords donnant à ces minéraux stratégiques leur vraie valeur. Ce ne sont pas des minéraux stratégiques de toutes les manières, mais profitons de l'occasion. Essayons de faire le commerce de certaines technologies spécifiques et pas un transfert technologique uniquement. Chaque pays a des besoins spécifiques en technologie. Donc, faisons le commerce de ces technologies spécifiques. Faisons le commerce aussi pour importer les bonnes pratiques qu'on utiliserait dans nos pays. Donc, ma première réponse directe à votre réponse serait essayons de garder l'esprit ouvert concernant le commerce des ressources naturelles et des matériaux stratégiques. Faisons du commerce, mais utilisons cela comme une arme en même temps. Et puis, si vous vous comportez mal avec moi, alors je ne vais plus vous vendre mes matériaux. C'est pour cela, d'ailleurs, que les Chinois l'ont fait. Si vous voulez un exemple, les Chinois ont fait cela de façon merveilleuse. Ils ont dit, OK, je ne vous donne plus mes matériaux critiques et mes matériaux rares à partir d'aujourd'hui. Et soudainement, les choses ont changé à l'international. Et ceci est le premier point. Le deuxième point, c'est que cela a aidé. Cela nous aiderait si on le faisait dans un contexte qui a été par exemple mentionné ici. On avait le magnifique exemple d'ASEAN. Je suis un ancien fan d'ASEAN d'ailleurs. Donc nous avons ASEAN, nous avons le BRICS, qui est quelque chose assez d'inconnu. Les gens le critiquent et disent « je ne sais pas ce que c'est le BRICS ». Le BRICS est quelque chose d'assez souple, mais qui marche. Alors, ne rendons pas le BRICS quelque chose de rigide, parce que le BRICS est important et Shanghai, les organisations de coopération de Shanghai sont importantes. L'Union africaine est tout aussi importante. Et ce que les initiatives régionales font est important aussi. D'abord, le commerce. Nous avons beaucoup de commerce qui peut être fait sur le niveau régional. Si vous souhaitez avoir un second exemple, par exemple, nous critiquons beaucoup la communauté indienne parce qu'il n'y avait pas assez d'intercommerce. Mais si vous regardez les chiffres de plus près, vous verrez qu'il y avait énormément de commerce grâce aux communautés indiennes. Parmi les communautés indigènes au Colombie, au Pérou, en Équateur, qui avaient du commerce de marchandises culturelles et de
nourriture. Et pour eux, cet échange était essentiel. Donc, les associations régionales sont très importantes pour le commerce. Et deuxièmement, et ça c'est lié au commerce, la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire et l'allègement de la pauvreté sont importants. On devrait aussi faire le commerce des bonnes pratiques parce que s'il y avait quelque chose qui s'appliquerait à Cuba, marcherait peut-être en Colombie aussi. Ne marcherait probablement pas au Maroc. Je ne sais pas, mais les associations régionales sont importantes pour la sécurité alimentaire, pour l'allègement de la pauvreté. Et troisièmement, ils sont importants pour les arrangements financiers régionaux. Nous avons ici des experts financiers et parfois, ils aiment même de chercher la petite bête en parlant de grandes solutions. Mais les accords financiers et régionaux et les systèmes de paiement régionaux ne sont pas une si mauvaise idée que ça. Ils sont même tout aussi importants dans ce nouvel univers que nous avons. Et quatrièmement, les améliorations culturelles. Nous ignorons les aspects culturels, là. La culture. On aimerait que tout soit numérique, que tout soit efficace, uniforme. Ben non, je regrette. Les gens sont différents. Il y a beaucoup de diversité parmi les gens. Et rien ne peut être séparé de la culture. La culture est omniprésente. Nous avons vu, ici même sur ce podium, avec tout le respect que je dois à quelqu'un que j'admire bien, mais quelqu'un avait dit, je ne crois pas en l'adaptation de la démocratie. La démocratie est une idée mondiale et devrait être utilisée de façon uniforme. J'ai beaucoup aimé ça. Je ne sais pas s'il est toujours là, d'ailleurs. Mais je serais entièrement désaccord avec lui. Parce qu'il existe tellement de démocraties différentes que de cultures différentes. La démocratie indienne est une chose, la colombienne est différente, la grecque et celle des États-Unis et l'américaine sont tout aussi différentes. Donc, essayons de garder à l'esprit la culture. Ça, c'est l'autre point. Le troisièmement, maintenant. Ne nous lions pas parce que les partenariats sont importants, mais ne nous lions pas à trop d'accords. Et des accords, en plus, à l'ancienne. Je vous donne un exemple. Un zombie. Il existe un zombie autour de Mercosur et l'Europe, qu'on appelle l'accord de libre-échange de Mercosur. C'est quelque chose qui est mort depuis tellement longtemps. Mais les leaders aujourd'hui aiment les photos drôles. Ils disent que dans la photo, on peut être drôle. Et ils signent encore, ils continuent à signer cela. Ils vont le faire d'ailleurs le 20 décembre, de nouveau. J'espère que Allah, Bouddha, Gemanja, Dieu, Ganesh, mon protégé, ne permettraient pas ça. Parce que c'est un zombie. Il n'a aucun intérêt. Peut-être ici, mon cher ami écologique, il serait d'accord avec moi. Peut-être qu'il serait avantageux pour un fabricant automobile allemand pour inonder les marchés de Mercosur avec leurs voitures. Mais ça n'arrange personne d'autre. Alors soyons conscients de cela. Soyons conscients que nous avons ces accords à l'ancienne. Il y a un autre élément qui est tout aussi important. Professeur, mais professeur, là vous parlez. J'enlève mes lunettes et je vous montre mes yeux bleus là. Il y a une voix dans mon oreille qui me dit que je dois donner la parole à l'audience parce que les gens commencent à quitter la salle. Mais tout le monde doit parler. Et permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Parce que je vais prendre 4 minutes et demie supplémentaires. Non, impossible, on ne peut pas. Un autre point qui est tout aussi important. Il concerne la question. Pourquoi utiliser ce monde numérique partout? Parce que les statistiques nous montrent la quantité de population qui est consciente de ce monde numérique. Et tout le monde veut se transformer en numérique. Et ils disent que c'est pour de l'efficacité. Ben non, je suis désolé. L'efficacité est un élément variable qui est très important. Mais vous ne pouvez pas orienter toute votre vie sur la base de l'efficacité. Dans la vie, nous avons beaucoup de choses.
les vacances, l'amour, il ne faut pas toujours penser à l'efficacité. Donc, essayons d'oublier ce récit d'efficacité. C'est un poison. Utilisons plutôt le numérique lorsqu'il est bon pour nous, pas parce qu'il est efficace, pas pour de l'efficacité mondiale. Je ne sais même pas ce que c'est l'efficacité mondiale, parce que je ne sais pas ce qui serait mondial. Je connais Ian, je connais Carlos, je connais Hung, je connais M. l'ambassadeur, mais je ne sais pas qui est M. Monde. Donc, utilisons donc le numérique de façon sage et utilisons également cette variable d'efficacité de façon sage, parce que sinon, on serait piégé dans cette dépendance nord-sud, parce que les producteurs d'efficacité, comme a dit mon grand ami Alfredo Valada, et il se souvient de cela, il dit qu'ils sont les maîtres de nos algorithmes, et on va être les esclaves de ces maîtres des algorithmes. Changeons la situation, retournons là. Et pour conclure, je dirais, n'ayons pas de crainte. Cher modérateur, ne craignez pas vos intervenants. On va me virer. J'ai un deuxième panel, mais on va me virer, monsieur le professeur. Vous ne devriez pas avoir de crainte. Et le reste ne devrait pas craindre le changement. Merci, merci infiniment, professeur. C'était une très bonne conclusion, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons donner nos micros à l'audience pour les questions. Il y avait quelqu'un là-bas. Et nous avons quelqu'un ici. Je prendrai là 3 questions. Et s'il vous plaît, soyez concis et quelqu'un d'autre ici. Alors, essayez d'être concis parce que il ne nous reste plus beaucoup de temps. Qui va poser la question en premier? Bien sûr, remercier tous les panélistes, mais j'ai adoré l'idée de militariser nos richesses et nos minéraux. C'est extraordinaire, et puis l'exemple de la Chine, c'est fantastique, mais je voudrais poser la question, est-ce que tous les pays du Sud ont ce pouvoir de militariser nos produits? Est-ce que nous avons la force, les armes et la puissance pour le faire? Ce serait un plaisir d'entendre la réponse. Thank you so much. Merci infiniment. Nous avons quelqu'un ici aussi. Merci infiniment. Halima Joundi du Maroc. Monsieur Bernardino a indiqué que nous dirigeons vers un nouvel ordre mondial et que nous ne savons pas à quoi ça va ressembler. Mais qu'en est-il lorsqu'on arrive à ce nouveau monde et on découvre qu'il est très versatile? Comment est-ce qu'on va gérer cela? Et puisqu'il sera là pour longtemps, alors il faut trouver une solution. Et le professeur Flores a dit qu'on nous vivons sous une certaine hégémonie. Alors, comment rendre responsables ceux qui sont responsables de l'hégémonie? Merci. Allez, là-bas. Et puis, on donne la parole à nos panélistes pour répondre. Kinani Kéros, du Policy Center for the New South. Ma question est dirigée à Madame Flores par rapport à cette fissure nord-sud. Selon ma compréhension de ce récit, c'est un élément dynamique et je pense que vous avez divisé cela en 3. Avant, c'était le nord et le sud. Et maintenant, vous dites que c'est fini et je ne suis pas d'accord avec vous parce que selon les études des développements internationaux, cela est toujours valide aujourd'hui. Et maintenant, pour la deuxième question. Le nord par rapport au sud, il y a des contraintes, oui. Mais lorsque vous allez vers le plus grand sud, et à cause de changements économiques et politiques, il existe certains récits dans le sud de lui-même. Mais ma question serait principalement sur la troisième partie. Vous dites que maintenant, nous avons l'hégémonie. Explicitement, vous vous référez aux États-Unis, bien sûr. Et puis, le reste, plus de 190 nations représenteraient le reste. Donc, pour ma part, les stratégies nationales sont critiques. Il existe tellement de concepts qui seraient impliqués ici. Et pour moi, il s'agirait d'incertitudes et d'approche directe des États-Unis. Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Et pratiquement,
lorsque vous regardez le niveau de politique internationale, nous avons que les États-Unis jouent un rôle très important. Et je serai d'accord avec vous quant au changement politique, surtout lorsqu'il s'agit du multilatéralisme et de la politique étrangère. Mais pensez-vous que la Russie et l'Union européenne seraient ensemble lorsqu'il s'agit d'alliance ou de faire une alliance avec ceux qui sont en charge de l'hégémonie? Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que ça peut être réel? Merci. Je prendrai une dernière question quelque part. La dame là-bas, s'il vous plaît. Soyez bref, s'il vous plaît. Brève, s'il vous plaît. Docteur en relations internationales, chercheur aussi en relations internationales. Alors, maintenant qu'on est bien d'accord que les relations, le partenariat nord-sud atlantique est déséquilibré, je me demande, est-ce qu'il faut et comment institutionnaliser une voix collective du Sud au sein des instances atlantiques, mais aussi d'autres instances internationales, d'autant plus que l'ordre international contemporain, maintenant, il est fondé sur un certain nombre de valeurs, on va dire universelles, mais qui ne le sont pas finalement. Je pense ici à la démocratie, aux droits de l'homme. Donc, cette voie collective, est-ce qu'il ne pourrait pas remédier, concilier cet agenda, donc agenda international, à la condition cardinale de non-ingérence, donc importante pour de nombreux pays du Sud. Merci. Thank you. Merci. Ambassadeur Asana, pourriez-vous répondre à la question de la dame là-bas? Est-ce que les pays du Sud pourraient utiliser leurs matières premières comme armes? Je ne vois pas pourquoi. Ils ne pourraient pas. Mais d'abord, il faut se positionner et renforcer son économie. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire à travers un groupement de pays aussi. Parce que ce n'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. Mais ce n'est pas impossible non plus. Alternativement, il y a aussi la possibilité de travailler avec un pays qui aurait, disons, le même esprit afin de booster votre pays, de vous booster dans vos déjà principes, même si ce n'est pas dans une autre action, parce que vous aurez les ressources. Je vous donne un exemple. La Chine. La Chine est en train d'utiliser ces matériaux comme armes, et cela pour plusieurs raisons. Vous pourriez être, en tant que pays, pas si fort que ça économiquement, mais vous aurez par exemple du lithium et autres, donc des ressources limitées dans le monde. Si vous devez fonctionner par vous-même, vous aurez la possibilité de parler à la Chine et à la Russie. Vous leur dites, j'ai besoin d'être boosté. Je ne veux pas que vous preniez en charge mes ressources, mais j'aurais besoin d'aide. Ça a déjà été fait durant la crise Russie et Chine, lorsque les pays du sud-est de l'Asie avaient un problème, ils étaient au bord de la faillite. Il y avait beaucoup de prix avec la Chine, entre la Malaisie et la Chine, je veux dire. Mais une fois que la Chine a décidé de ne pas dévaluer Yuan, alors cette seule mission nous avait aidés pour qu'on ne tienne pas cette faillite. Ils pouvaient gagner de l'argent, mais la Chine s'intéressait plutôt à des relations à long terme. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait explorer dans ce sens. Je m'intéresse également je m'intéresse à la quatrième question. J'aime bien ce que le ministre de Colombie avait dit dans la session précédente. Elle avait dit, on parle beaucoup, on en fait beaucoup moins. Pour moi, cela est vraiment en plein dans le mille. Parce que nous en parlons beaucoup, on parle de nouveaux principes, de nouveaux accords. Encore et encore. Cela, bien sûr, a de la valeur, mais elle est très limitée. Les Nations Unies, comme l'ambassadeur l'a si bien dit, l'espace et l'impact est en train de rétrécir. Le G7 a beaucoup moins d'influence aujourd'hui qu'il avait à sa création. Je crois que quelqu'un aussi s'est référé au fait qu'on passe à de la multipolarité, et je dirais que j'espère que nous allons à la non-multipolarité, parce que de plus en plus de pays disent que nous rejetons cet élément, parce qu'il y a certaines hégémonies dans le monde et on ne va pas s'aligner. De plus en plus de pays disent, voici ce qui m'intéresse,
avec qui pourrais-je travailler sur ces points individuels d'intérêt? Donc, il y a des partenariats, des amitiés qui sont de plus en plus diversifiés aujourd'hui. Il faut vraiment savoir qui nous aiderait sur un élément particulier, alors que pour d'autres éléments, on aurait quelqu'un d'autre pour nous aider. Donc, je crois que le monde ne va pas vers une multipolarité, mais plutôt vers de la non-polarité. Donc, pour la troisième question qu'on poserait, même si nous allons vers un nouveau monde, je crois qu'on continue quand même à poser la question d'un esprit de réalité actuelle, ce qui ne marcherait pas parce que cela va vous retarder. Vous devriez libérer votre esprit. On n'a pas encore atterri, mais nous sommes déjà dans le nouvel ordre mondial. Et là, je me réfère à Gramsci très souvent parce que c'est une époque de monstres dans laquelle nous vivons aujourd'hui. J'aime bien la déclaration faite par le monsieur d'Afrique du Sud hier qui disait: ceci est un moment opportun. L'Afrique du Sud l'a raté en 1995. Ne le ratons pas aujourd'hui. C'est une époque de monstres, ce qui veut dire que tout est en train de flotter. C'est un moment où nous avons tous l'opportunité aujourd'hui d'écrire nos pas à venir et notre avenir. Donc, oublions nos façons classiques de travail après la Deuxième Guerre mondiale. Essayons d'identifier de nouvelles méthodes de travail. Ne nous rejetons pas les idées du Nord et on dit que le Sud est désavantageux. Mais non, on peut mener le jeu. Nous sommes tous des pays en voie de développement, mais nous ne sommes pas en manque d'idées. Nous savons ce que nous devons faire. On doit tout simplement s'assurer de le faire. Et pour cela, on peut avoir l'assistance de certains pays. Donc ça peut marcher. Merci infiniment, Madame l'ambassadrice. Monsieur l'ambassadeur, pourriez-vous répondre à la question qui vous était posée? Et s'il vous plaît, on me crie à l'oreille là, alors veuillez être bref et concis, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je dirais, si nous arrivons à comprendre le nouvel ordre international, si on le voit comme mode qui offre de la stabilité dans le monde nouvel ordre mondial, alors c'est pas ce qu'il faut faire. Depuis la crise financière de 2008, et puis avec la COVID, et même après la crise des tarifs, après la crise de Gaza, l'Ukraine, etc., je crois que nous n'y sommes pas encore. Regardons de plus près notre région, d'ailleurs. Après des années de stabilité, et je ne suis pas fan du régime autoritaire que nous avions dans le passé, mais nous avons des décennies de stabilité quand même dans le Golfe, le Moyen-Orient et la Méditerranée. Aujourd'hui, nous avons des conflits. La Syrie, l'Allemagne, la Libye, Gaza, bien sûr. Donc, je refuse l'idée que ce soit ça, que c'est ça la transition. Nous allons devoir établir un nouvel ordre où la loi internationale serait plus importante, alors qu'aujourd'hui, elle est vraiment remise en cause, où nos organisations travailleraient ensemble, où on pourrait bâtir des coalitions internationales de nouveau. Il faut les bâtir parce qu'elles sont inexistantes aujourd'hui. Elles sont inexistantes parce que nous les avons affaiblies de l'intérieur. Ceci n'est pas un problème lié à l'Union africaine ou à l'Union européenne, mais c'est que nous, Européens, nous avons tué l'Union européenne. Nous l'avons affaiblie avec nos problèmes internes. Donc, je ne pense pas que nous y sommes encore. Je crois que nous avons toujours à bâtir ce nouvel ordre. Et quant à utiliser les ressources comme armes, je crois que on n'a pas forcément à le faire avec toutes les ressources. Ça peut marcher bien. Et là, je vous rappelle l'exemple du pétrole dans les années 70. Les producteurs de pétrole avaient décidé d'utiliser comme arme et ça a parfaitement bien marché. Et l'OPEP et ces histoires réussies. Mais établir aussi des coalitions internationales peut marcher parce que le résultat du travail de l'OPEP, c'était le dialogue euro-arabe des années 70 qui a donné lieu au processus de Barcelone et qui a donné lieu également au processus méditerranéen. Donc, dans certains cas, ça peut marcher. Dans d'autres cas, par contre, ça dépend. Par exemple, pensons à la pêche. Prenons la pêche, ce que le Maroc et l'Espagne, avec toutes les relations historiques de pêche, ce qu'ils ont fait à travers ces années, c'est qu'ils ont pu bâtir un secteur qui a renforcé le secteur de la pêche au Maroc et en Espagne. Mais la pêche est un désastre dans plein d'autres pays. Et nous allons devoir exporter ce modèle. Ce qu'on devrait faire vraiment, c'est ne pas laisser le Nord
l'ancien Nord, choisir les secteurs dans lesquels nous allons travailler ensemble, c'est quelque chose qui devrait être décidé ensemble, avec des transferts financiers, avec les transferts de technologie également, tels que M. l'ambassadeur l'a dit auparavant. Mais nous devrions travailler ensemble et établir et bâtir cette coalition. Merci, M. l'ambassadeur. Et puis, professeur, je reviens vers vous. Je vais désobéir les ordres et vous donner quand même 1 minute pour répondre à la question complexe qui vous a été posée et que vous aviez soulevée, parce que j'aimerais pas que le monsieur sorte de la séance sans réponse. S'il vous plaît. Ah, c'est impérial, là. 1 minute impériale, alors. D'abord, les États qui pratiquent l'hégémonie, ils ne sont pas redevables. Sinon, ils ne le seraient pas. Ce n'est pas de l'hégémonie s'ils sont redevables. Mais sinon, on pourrait créer des manières pour créer des contraintes ou pour ouvrir des espaces de négociation avec ces États hégémones. C'est ce que l'association régionale ASEAN fait. L'organisation de coopération de Shanghai est importante aussi. Mais les hégémonies ne sont pas importants. Ils sont membres. Ils ne sont pas membres des cours internationales. Ils sont forts. Sinon, les plus forts ne seraient pas plus forts s'ils ont des comptes à rendre. Il faut créer donc d'autres espaces. Le nord, le sud, ça s'effondre un peu. Le Global South, j'aime beaucoup parce que parfois, j'aime bien parler à mes amis coréens et leur dire que vous êtes membre du Global South. Et au final, ils sont d'accord avec moi. Donc, certains amis qui font beaucoup d'analyses, ils croient que j'ai raison. Mais de nos jours, nous avons quand même les hégémons et les autres. Nous avons beaucoup de choses qui se produisent et qui se disent, et je suis d'accord. Mais regardez les tarifs justes que l'hégémon mondial a annoncé. Tout le monde est parti à Washington pour régler les problèmes, au lieu d'aller à Mecca. Ils sont partis à Washington pour régler ça, à l'exception de la Chine et mon pays. Mais tout le monde est parti en courant à Washington. Professeur, s'il vous plaît. Professeur, merci. 1 minute, 1 minute. Non, non, non. La Russie, 1 minute. La Russie et les alliances. Bismarck a dit, si les gens savent comment les saucisses et les politiques sont faits ou fabriqués, ils ne dormiraient pas pendant 1 semaine. Cela s'applique aux alliances aussi. Donc tout le monde est capable d'avoir des alliances avec tout le monde. La Russie joue un rôle très important dans la région de l'Arctique. Donc les hégémons aimeraient être amis avec la Russie. La Chine souhaite être amie avec la Chine. La Chine veut être amie avec la Russie. Cela peut se faire avec n'importe quel pays, tant qu'ils se développent eux-mêmes. Professeur, merci infiniment. Malheureusement, monsieur l'ambassadeur, il ne nous reste plus de temps pour vous donner la parole, mais merci infiniment. À tous mes panélistes, on a été très heureux et honorés de vous avoir avec nous. Ce fut un plaisir, madame.